Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, de revenir dans cette école où j'étais il y a quelques années pour vous parler d'un sujet que j'ai découvert alors que j'étais à votre place, le biomimétisme. J'ai toujours été émerveillée par le vivant. Les différentes formes que prend une fleur au cours du temps, par exemple. Du bouton qui s'ouvre, qui déploie progressivement ses pétales pour former une fleur épanouie. Et ça m'a d'ailleurs inspirée pour mon projet d'art plastique du bac. Voici un extrait de ce travail. À partir du modèle naturel du coquelicot, par exemple, à différents stades de développement, j'ai reproduit à l'aquarelle ces changements de forme. Mais il n'y a pas seulement les formes qui m'interpellent dans le vivant, les couleurs aussi. Du jaune brillant des pétales de Fickaire, le bleu iridescent des fruits de Pollia condensata, ou alors les couleurs métalliques de certains insectes. Dans le vivant, c'est la réflexion de la lumière sur ces surfaces qui produit ces effets lumineux. Ainsi, la lumière fait naître la couleur. Mais d'autres organismes vivants vont encore plus loin. Ils sont capables de créer et de produire leur propre lumière. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. On la trouve chez les vers luisants, chez les organismes marins comme cette méduse, ou même chez certaines bactéries. Et elle remplit de nombreux rôles, se camoufler d'un prédateur, servir de leurre pour capturer une proie, ou alors attirer un partenaire. Depuis toujours, le vivant fascine, interpelle, nourrit l'imaginaire des hommes et alimente leur créativité. Ainsi, les plus anciens témoignages peuvent dater de l'art pariétal, avec ses représentations d'animaux préhistoriques. Plus récemment, fin 19e, l'art nouveau reprend des motifs végétaux et les intègre à l'architecture, comme ici les piliers de la Sagrada Familia à Barcelone. Depuis toujours, on s'inspire du vivant pour créer. L'approche est artistique. Mais depuis Léonard de Vinci, qui était à la fois un grand artiste, un ingénieur, on peut aussi s'inspirer du vivant pour innover. L'approche devient technique et aujourd'hui, on la développe de manière scientifique. S'inspirer du vivant? Oui, mais pourquoi? Laissez-moi vous raconter cette anecdote de ma professeure à Nancy, c'était à l'école de génie rural des eaux et des forêts. Alors il y a probablement de nombreux ingénieurs parmi vous dans la salle qui ont l'habitude de résoudre des problèmes, de répondre à un cahier des charges. Alors laissez-moi vous proposer celui-là. Imaginez, vous devez construire une structure telle que vous mettez plus de 6 tonnes à 30 mètres de haut du sol. Au niveau du sommet, vous devez être capable de convertir l'énergie lumineuse, de monter des litres d'eau, des centaines de litres d'eau par jour au sommet, et sur un poteau pas plus large que 50 cm de diamètre. Il y en aurait certainement beaucoup d'entre vous qui me diraient c'est impossible, ça ne tiendra jamais. Et pourtant, ce sont les arbres qu'on croise à chaque balade en forêt. Ce sont les prouesses du vivant. Il y en a de nombreux exemples. Et émerveillée par leurs prouesses, je me suis tournée vers une formation de biologie pour en apprendre plus sur le vivant. Intuitivement, je sentais qu'on pouvait s'en inspirer. Et en 2013, je découvre que cette approche s'appelle le biomimétisme. Je découvre qu'il y a un mot pour en parler. C'est une révélation. Si on comprend les mécanismes du vivant, on peut s'en inspirer. Ainsi, vous l'aurez compris, le point de départ de cette démarche du biomimétisme, c'est le vivant. Donc dans cette école, à AgroParisTech, j'ai appris sa diversité, issue de l'évolution des espèces, ses différentes échelles du vivant, de la plus petite, le gène, à la plus grande, celle des écosystèmes, et la place si particulière de l'homme par rapport à son environnement, où on cherche souvent à contrôler, maîtriser le vivant, et parfois même le modifier. On sélectionne les espèces de plantes que l'on cultive, on améliore les caractéristiques des animaux que l'on élève, et cela a les dérives que l'on connaît. Perte de biodiversité, pollution, dégradation des écosystèmes. Pourtant, je suis convaincue qu'il est possible d'avoir un autre rapport avec le vivant. Ne plus seulement chercher ce que nous pouvons en retirer comme ressources, mais ce que nous pouvons en apprendre en termes d'enseignement. Et c'est là tout le principe du biomimétisme. Mais comment comprendre les mécanismes du vivant? On a souvent besoin d'avoir un autre regard sur le vivant. Et c'est possible en croisant les disciplines. Je vais vous montrer un exemple. Prenons un exemple qui va vous paraître banal, le pamplemousse.
Vous pourriez m'en dire qu'il est riche en vitamine C, c'est bon pour la santé, que c'est un agrume. En tant qu'agronome, je le connais sous son nom Citrus maxima, qui fait partie de la famille des rutacées. Il est originaire de Malaisie, très adapté au climat tropical. Et on connaît ses différentes variétés, pamplemousse blanc, pamplemousse rouge, pamplemousse rose. Et le fruit est présent sur des arbres qui peuvent faire plus de 15 mètres de haut, et il tombe au sol à maturité sans s'abîmer. Sinon, les graines périraient très rapidement, étant donné que cette plante vit dans les climats tropicaux. Et en tant qu'ingénieur mécanique, je peux vous en parler d'un point de vue très différent. Je peux dire que c'est la structure de l'écorce de son fruit qui est responsable de ses propriétés. Elle possède une porosité variable qui permet aux fruits de se comprimer efficacement et d'amortir les chocs. Ainsi, des fruits qui peuvent faire plus de 15 kg et qui tombent de plus de 15 mètres ne s'abîment pas et n'explosent pas au sol. Et en tant que biomiméticien, cela m'inspire pour développer de nouveaux casques, de moto par exemple, qui permettent de mieux amortir les chocs. Il ne s'agit pas de se mettre un pamplemousse sur la tête ou de développer des casques qui sont jaunes, mais plutôt de s'inspirer de cette structure interne du pamplemousse pour développer de nouveaux casques plus sécurisés qui permettent de mieux amortir les chocs. Et le fil des découvertes pourrait être poussé beaucoup plus loin sur de nombreux exemples du vivant, à condition de regarder différemment les objets biologiques. Cette approche interdisciplinaire, je l'ai découverte au sein du réseau allemand de biomimétisme, Biocon, à la rencontre de ceux qui étudient le vivant à l'Institut botanique de Dresde et ceux qui s'en inspirent à l'Institut technologique de Karlsruhe. Et j'ai rejoint l'homologue français, le CBIOS, pour développer cette approche en France, pour créer ces liens entre la recherche du monde vivant et les applications possibles, les applications technologiques. Parce que ce lien, vous comprenez bien qu'il n'est pas facile à faire. Qui aurait pensé qu'un pamplemousse permette de sauver des vies? Donc on facilite ce lien entre les entreprises et les laboratoires et la recherche sur le monde vivant. On développe également la formation pour intégrer le biomimétisme dans des cursus. Par exemple, faire du vivant un nouvel objet d'étude pour des étudiants en mécanique ou en sciences des matériaux. Et inversement, pour des étudiants biologistes ou ingénieurs agronomes, comment leur faire prendre conscience de leurs connaissances qui peuvent être revisitées sous l'angle du biomimétisme et de son potentiel infini pour répondre à des grands enjeux. Dans le biomimétisme, on peut s'inspirer des formes, se déplacer comme une anguille, des matériaux, résister comme la nacre, ou des procédés, capter de l'énergie comme une feuille. Aujourd'hui, je travaille sur les matériaux. Les matériaux sont partout autour de nous, le tissu de nos habits, le plastique de nos emballages, les murs de cet amphi, et ils sont devenus un des principaux contributeurs des gros impacts écologiques. Vous avez certainement tous entendu parler du 6e continent plastique qui flotte sur l'océan Pacifique. Les matériaux du vivant sont également partout. Le bois des arbres, les plumes des oiseaux, le cuir des animaux. Et pourtant, leur fabrication n'entraîne aucune pollution à long terme dans l'écosystème. Ils sont entièrement biodégradables. Et on peut s'en inspirer. Cette approche du biomimétisme doit se mettre au service de grands enjeux. Pollution, dégradation des écosystèmes, besoins énergétiques. Prenons par exemple ces besoins énergétiques. Nos procédés consomment toujours plus d'énergie pour fabriquer des matériaux. Historiquement, nos ancêtres utilisaient les matériaux qu'ils ramassaient directement dans leur environnement. La pierre, le bois, les os. Et progressivement, avec la découverte du feu, il y a une révolution dans la science des matériaux. Les hommes sont alors capables de chauffer les minerais, par exemple, pour fabriquer du métal, de transformer la matière pour fabriquer de nouveaux matériaux. Et avec la maîtrise de la température, on chauffe toujours plus haut. 1000 degrés pour fabriquer du fer, 1400 pour du verre, et plus de 2000 degrés pour nos ordinateurs. Mais jusqu'où? Le vivant peut nous proposer de nouvelles manières de fabriquer nos matériaux en consommant moins d'énergie. Prenons cet exemple-là, une dentelle de verre, fabriquée par une éponge marine, qui vit au fond de l'océan. Elle produit ce verre dans l'eau, dans les conditions douces de température,
et à partir de composés dissous qu'elles trouvent directement sur place. Les chercheurs s'en inspirent pour développer de nouvelles manières de fabriquer du verre. Ça existe déjà. C'est ce qu'on appelle le grand domaine de la chimie douce. Et c'est une révolution dans la manière de produire nos matériaux aujourd'hui. Un autre domaine, c'est celui de la question des déchets. On a sans cesse de nouvelles molécules de synthèse qui bien souvent ne sont pas biodégradables. Le biomimétisme peut nous permettre de résoudre ce souci-là. On a à disposition dans l'industrie plus de 80 000 matériaux différents qui répondent à des propriétés très variées. Vous les trouvez dans un catalogue et si vous avez besoin de matériaux très rigides pour faire un mur, vous allez choisir un matériau donné. D'un matériau souple pour une voile d'un bateau, ce sera des matériaux différents. Ou si vous avez besoin de matériaux légers pour l'armature d'un avion par exemple. À chaque nouveau besoin, les chimistes et les physiciens créent de nouveaux matériaux, des nouvelles molécules qui bien souvent ne sont pas biodégradables, qui n'existent pas à l'état naturel. Et cela cause les déchets que l'on connaît. Le vivant peut nous enseigner comment, en utilisant des composés naturels présents dans l'environnement, on peut générer une très grande diversité de matériaux. Prenons l'exemple de la chitine. La chitine, dans le vivant, c'est un sucre, un petit peu comme le glucose, et elle est présente chez ces organismes-là. Les crustacés, des insectes, comme ce papillon, et les champignons. Et pourtant, ces matériaux-là, de ces organismes, ont des propriétés extrêmement différentes. La chitine compose les carapaces de ce homard, qui est extrêmement rigide, qui lui permet de se protéger des prédateurs. Et la chitine est organisée en un empilement multicouche en forme d'hélice qui est extrêmement difficile à percer. Chez ces papillons, la chitine forme des petits peignes micrométriques qui permettent aux ailes d'être extrêmement légères, extrêmement souples et qui est responsable également de leur couleur bleue. Et chez les champignons, la chitine constitue les parois de leurs cellules et forme un réseau lâche assez souple. Ainsi, vous voyez comment à partir d'une seule molécule de base, vous générez une grande diversité de matériaux qui sont entièrement biodégradables. Ainsi, pourrions-nous imaginer un futur où on décompose un mur pour fabriquer un avion, pour fabriquer nos plastiques et que le tout soit fabriqué à partir du même matériau présent à l'état naturel et entièrement recyclable. Ainsi, face à la crise environnementale actuelle, on a souvent des discours alarmistes, défaitistes. Pourtant, le vivant peut nous proposer un ensemble, un réservoir infini de solutions. Et en plus, c'est un modèle de développement durable éprouvé par 3,8 milliards d'années d'évolution. Avec ces 10 millions d'espèces, le fil des découvertes est infini. En parlant de fil, nous n'avons même pas évoqué le fil d'araignée dont les propriétés mécaniques sont exceptionnelles. Vous imaginez bien que le potentiel est infini à travers la diversité des espèces, les propriétés qu'on peut y trouver, ainsi que les différents champs d'application. Ainsi, je vous invite à regarder le vivant différemment, vous émerveiller de ses prouesses, notamment au niveau des matériaux. Et de plus en plus d'entreprises aujourd'hui et de laboratoires s'impliquent dans cette démarche. Ainsi, je vous invite à rêver pour nous d'un monde meilleur pour demain. Merci.